Alors, je suis très heureuse d'accueillir nos invités qui ont la gentillesse de se déplacer pour cette journée, ce séminaire doctoral autour d'Ernst Bloch et de l'utopie. Le titre de notre séminaire aujourd'hui est Ernst Bloch ou la réhabilitation de l'utopie. Avishai Zafrani, que nous entendrons ce matin, a travaillé la question du nihilisme chez Ernst Bloch et Ernst Jonas. Et la question qui se pose à travers son travail, c'est nihilisme ou métaphysique de l'espérance. Telle est l'alternative qui régit notre époque. Ernst Bloch disait « Qui rejette l'une, récoltera l'autre ». Et c'est à partir de cette question qu'elle met d'ailleurs en exergue de son introduction que j'ai voulu l'entendre ici. Et nous entendrons cet après-midi Ivan Boldirev, qui a fait un livre magnifique également, très encyclopédique sur Ernst Bloch et ses contemporains, qui nous donne un panorama de l'ensemble de l'œuvre de Bloch, mais aussi de ses relations avec ses contemporains, notamment bien sûr Walter Benjamin, mais aussi Lukács. J'ai énormément appris sur Lukács en vous lisant. Et la question qui nous importera est véritablement la question de comment repenser l'utopie aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le monde anglo-saxon, notamment à travers vous et Yann Siebers, relie Ernst Bloch aujourd'hui face à des questions qui se posent presque dans un retournement vers une époque qu'il a évoquée et qui nous interpelle sur les mêmes questions éthiques et politiques. Et il sera vraiment intéressant pour nous de voir comment cet optimisme militant de Bloch nous incite justement à ne pas nous résigner face à la manière dont le monde régit ces questions politiques, si je puis dire. Et donc, devant cette éthique de l'émancipation qu'il nous offre, devant cette conscience anticipante qui devient un outil tout à fait pertinent pour nous, comme nous l'avons vu lors de notre séminaire, la question c'est que Bloch nous permet de penser l'avenir à partir de l'espoir, comme conscience anticipante, mais aussi chez Bloch à partir de la crainte, qui ne s'oppose pas, comme on le verra dans les lectures que nous proposerons Nathalie Frogneux et Roberto tout à l'heure. Et à travers la manière dont Bloch rétablit une métaphysique de la nature comme transcendance immanente afin de penser la pertinence d'un temps révolutionnaire, à travers également une réflexion critique sur la praxis en philosophie, face à un monde capitaliste qui impose une temporalité oppressive que, nous dit-il, la théorie doit rompre, la métaphysique de l'instant va être chez lui une manière de réarticuler une utopie concrète qui ne soit pas un escapisme du présent. Il va être tout à fait critique de toutes les théories escapistes de ses contemporains, mais une fécondation du présent par le passé qui ne doit rien, nous dit-il, à la réminiscence. Il va s'opposer à toutes les pensées de la réminiscence, notamment Platon, mais surtout Bergson et Heidegger à son époque. Il va s'intéresser, lui, dans un marxiste qu'il appelle un marxiste chaud, au noyau de la singularité humaine. Et le néant de l'utopie, pour lui, n'est pas le néant de la mort, et l'espoir n'est pas angoisse. L'avenir de l'utopie, c'est l'espérance du pas encore, du novum qui dissout tout nihilisme. Et c'est précisément sur ce concept de novum que nous aurons à réfléchir ce matin, car le monde est à achever dans une extasis à l'historicisme, qui ouvre la voie, nous dit-il, à l'émancipation humaine qui ferait du monde le chez-soi du sujet, un chez-soi où la mort perd son art. Alors Miguel Abensour, qui devait être parmi nous et qui ne peut pas, pour des raisons de santé,
nous invite aussi dans son œuvre à redécouvrir la complexité du concept d'utopie aujourd'hui, à l'encontre d'une lecture qui tend précisément à dissocier utopie et politique de l'émancipation. Il signale d'abord dans son œuvre la floraison utopique du XIXe siècle, comme si la Révolution avait rendu à l'utopie les espérances utopiques de l'humanité. Puis il pose la question, aujourd'hui, comment utopianiser la démocratie? Il pose néanmoins qu'il faut cesser de penser celle-ci comme un régime politique, d'un état de droit, en l'ouvrant, comme le fait Bloch, à des questions métapolitiques, des questions éthiques notamment, à une transcendance pratique, mais face au totalitarisme du XXe siècle qui ont mené à la haine des utopies, comme si celle-ci se transformait nécessairement en totalitarisme, la haine de la révolution s'est transformée en haine de l'utopie. Et nous devons penser, pour réhabiliter l'utopie, une scène agonistique entre le totalitarisme et l'utopie. Et c'est ce que nous permet Bloch en séparant la notion d'utopie et la notion de mythe du progrès notamment. Et donc le lien avec l'émancipation que dessine Bloch consiste à se libérer de toute forme d'autorité existante. Donc il y a une dimension un peu anarchiste chez Bloch qu'on évoquera probablement avec nos invités, afin de reconstituer, je dirais, une manifestation du temps de la vie privée et corporéisée. Le nouvel esprit utopique que promeut Bloch est aussi une réplique au nouvel esprit scientifique du marxisme. Et donc, ce nouvel esprit scientifique s'est développé très fort dans le monde francophone, en tout cas en France, autour des études althusériennes, et nous a donné une pensée de l'utopie renouvelée, notamment autour de Balibar, qui lui est un lecteur assidu de Bloch et qui reprend aujourd'hui, dans sa philosophie politique, énormément de concepts blochiens, précisément dans sa critique du concept de l'histoire comme contre un modèle de production qui valorise l'exploitation de la nature, mais aussi le lien avec l'émancipation que dessine Bloch consiste en un mouvement, nous dit-il, d'autoréflexion critique à l'intérieur même du discours utopique. Et il nous dira que Ernst Bloch n'a pas une pensée de l'utopie, il a un discours sur l'utopie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devra penser ensemble. Il y a néanmoins une dimension utopique, nous dit Abinsour, dans les textes de jeunesse de Marx et chez tous les marxistes hétérodoxes de cette époque, qui nous montrent que l'utopie est une partie intégrante de la théorie critique. Et cela à partir d'une équation que fait Bloch entre le temps et l'utopie. Comment relier alors le temps de l'utopie non à la destruction et à la mort comme le fait Heidegger, mais au contraire à la vie, et ceci sans clôture dialectique? L'utopie ne peut prendre son envol pour Bloch qu'en rompant avec le mythe du finalisme et en devenant ce qu'il appelle une anticipation en excès. C'est-à-dire que par le rêve diurne, et donc c'est une invitation à quand même rêver l'avenir, dans un monde où on dit que il n'y a pas de dépassement de l'histoire possible, que ce rêve diurne devienne une technique de réveil, donc une méthodologie critique qui transformerait l'utopie en une image dialectique du pas encore. Et dans le concept d'histoire, contre un modèle de production qui valorise l'exploitation de la nature sans distinguer qu'elle porte en elle le risque majeur d'aliéner l'homme lui-même. Alors, il devient important à ce moment de préciser de quelle utopie nous parle Bloch. Le nouvel esprit utopique suppose un moment de soupçon à l'intérieur même de l'utopie. C'est-à-dire que nous ne devons pas simplement réhabiliter l'utopie, mais avoir
un regard critique sur le concept d'utopie, parce que l'utopie blochienne avait intégré les critiques des ennemis de l'utopie, sans se résigner à déclarer la fin de l'utopie. Cela par de nouveaux gestes spéculatifs, afin de détruire les mythes qui ruinent l'utopie. La question est donc, pourquoi l'humanité orientée vers l'émancipation retourne-t-elle aujourd'hui dans la barbarie? Pourquoi ce renversement en autodestruction de l'humanité? Cette question que Bloch se posait dans les années 20, nous devons nous la reposer aujourd'hui. La théorie critique prend alors le contre-pied de la théorie des Lumières et du mythe du progrès, l'hypothèse étant que la volonté de souveraineté détourne la recherche légitime d'autonomie vers une nouvelle forme d'hétéronomie. Il y a une forme d'hétéronomie chez Bloch, qu'on trouve notamment dans l'esprit de l'utopie, mais qui réapparaît dans ses derniers textes. Et cette inversion se fait aussi, comme nous le verrons chez Walter Benjamin, mais pour ne pas trop prendre de temps dans cette introduction, je dirais que ça se fait à partir d'une réflexion critique sur la valorisation du travail, hein, qui, nous dit Benjamin, donne finalement simplement le sens de nager dans le sens du courant, face à l'exaltation du développement technique qui mène, selon lui et selon Bloch, à une régression sociale, qui transforme la domination de la nature en domination de l'homme, qui réduit à de la matière. Il propose qu'il appelle la seconde technique qui a inverti le travail en jeu, hein, c'est notamment chez Walter Benjamin, et qui va permettre de penser ce que des auteurs politiques contemporains nomment la démocratie radicale, qui suppose une disposition utopienne, hein, qui n'est pas la même chose qu'une théorie de l'utopie, qui est la disposition d'imaginer sans relâche de nouvelles figures politiques libres, qui serait ouverte au temps de l'événement. Et il ne s'agit pas de libérer les hommes de la peur, mais du désir de souveraineté. Grâce à un travail hegelien que propose Bloch, je dirais, sur le retournement sur les traces du passé. Alors, je reviendrai sur cela tout à l'heure, mais la question principale qui va nous réunir aujourd'hui, c'est donc qu'en est-il aujourd'hui de l'utopie? Peut-on en rester à l'idée qu'elle est totalitaire, ou sa réhabilitation permet-elle de repenser la question de l'émancipation? Alors, je vous remercie donc de votre présence et je vais donner tout de suite la parole à Avishag Safrani. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Je vous remercie de me donner l'occasion de revenir sur mes recherches doctorales. Je suis aujourd'hui en postdoc et de revenir en particulier sur l'un des deux auteurs qui a fait l'objet de mes études, c'est-à-dire Ernst Bloch. J'ai été sollicitée jusqu'à aujourd'hui plutôt pour des communications sur Hans Jonas. J'ai dû donc me séparer quelque temps de Bloch pour peut-être mieux y revenir. Je souhaiterais par conséquent, avant de présenter mes travaux, recontextualiser et actualiser mes problématiques, notamment en fonction des thématiques qui sont abordées dans ce séminaire. Comment se manifesterait aujourd'hui le nihilisme d'après une perspective blochienne? C'est la question que je me suis posée. Dans sa volonté synthétique de saisir la totalité de la réalité, nous pouvons toujours distinguer chez Bloch plusieurs niveaux de compréhension. Le nihilisme, par exemple, est identifiable depuis des analyses sémantiques, psychologiques, métaphysiques et économiques. Ces dimensions ne peuvent être séparées car elles doivent permettre de traiter théoriquement d'un concept à partir de sa réalité concrète, afin d'être fidèle au mouvement de la dialectique historique matérialiste. Or, le nihilisme chez Bloch peut être compris à partir de la mort. Lévinas souligne même à ce sujet l'importance de la mort pour la vérité de sa pensée. Je vais par conséquent ici présenter la manifestation du nihilisme à partir d'une lecture de la mort
dans le cadre des dimensions précédemment citées, à l'exception de la dimension sémantique. Dans un premier temps, et après être revenu brièvement sur l'étude de la mort dans le principe espérance, je traiterai de l'actualisation des thèses de Bloch relativement aux nouvelles conditions de travail, dans le prolongement de sa critique du capitalisme. Puis, dans un deuxième temps, j'aborderai la dimension existentielle métaphysique de la mort, notamment à l'aide de la figure de Job, afin d'ouvrir sur le messianisme sécularisé, au fondement de sa conception de l'utopie, capable de dépasser l'état de conscience malheureuse et ou déchirée que Bloch emprunte à Hegel, sur laquelle donc, je reviendrai également. Donc, pour ma première partie, sur la lecture de la mort, Ernst Bloch s'est longuement attaché à saisir les manières d'apaiser ce qu'il nomme l'angoisse de la fin, c'est-à-dire de la mort, au cours de l'histoire, de l'Antiquité à nos jours, ou précisément en fonction de la modification du rapport à la transcendance, la mort change de statut et de lieu. Cette généalogie nous permet de considérer une première dualité entre vie et mort, depuis les peuples anciens, pour nous tourner vers la Grèce antique, afin de revenir à l'Égypte et son souci hiératique de momification ou ses rêves de pétrification. La chronologie n'est pas toujours systématiquement respectée chez Bloch, c'est une généalogie particulière, c'est une interprétation du temps. Puis Bloch va considérer la gnose, le judaïsme des prophètes, de la Kabbale, la figure de Mahomet, le bouddhisme, et enfin le romantisme qui précède son siècle, siècle marqué par la rupture de cette conciliation avec la mort, et donc siècle d'un désespoir latent. L'évolution est globalement la suivante. Dans un premier temps, la mort est arrachée au cycle naturel pour se conformer à l'impétueux désir humain de rejoindre l'infini que lui promet la contemplation d'une nature qui ne l'est pas moins. La mort ne signe donc pas la fin, mais va être un passage vers cet infini. Mais dans un second temps, celui critique du monde contemporain, l'absence de relation au tout ou sa dévalorisation consécutive à la mort de Dieu, la mort reprend ses droits naturels pour confronter l'homme à nouveau au néant. Donc voici, en résumé très succinct, le parcours que Bloch propose pour la lecture de la mort. J'y reviendrai rapidement, mais je souhaiterais juste introduire ici quelque chose que je n'ai pas développé dans mon livre, concernant les réponses, disons, techniques à la mort dans le monde contemporain, et plus précisément les réponses médicales. Il y a à cet égard des passages très intéressants dans le tome 2 du Principe Espérance, qui analysent, selon une herméneutique marxiste, évidemment, les utopies médicales, renouvelant ce rapport à la mort par une considération spécifique de la santé. Je cite rapidement Bloch ici. « On ne peut guère espérer délivrer le corps de ces maux à partir de lui seul. » Fin de citation. La thèse affirme que l'amélioration essentielle de la santé consiste en une amélioration et un soulagement des conditions d'existence. C'est donc avant tout la qualité de la vie qui est en jeu. Bloch ajoute, mais si l'on tenait à l'objectif de l'entreprise capitaliste qui est le rendement, cette voie serait à tout jamais barrée, car la santé est quelque chose dont il faut pouvoir jouir, non pas quelque chose qui doit s'user. Renaître à une vie nouvelle, tel est, en ce qui concerne le corps, l'objectif en vue duquel s'élaborent les plans d'un monde meilleur. Or, les hommes ne peuvent se tenir droit si l'existence sociale elle-même est encore à redresser. Fin de citation. En dépit donc de l'amélioration des techniques médicales, des thérapeutiques de pointe, subsiste, et cela en conformité avec la critique systématique du mode de vie capitaliste, une angoisse de la fin plus importante encore, mais néanmoins cachée. Ce sont les termes énigmatiques de Bloch. Il y aurait une mort cachée derrière la vie. Autrement dit, la vie, dans les conditions d'existence forgées par le mode de production capitaliste, est en réalité une forme de vie agonisante. Je cite, « Actuellement et pour combien de temps encore, il se peut que la mort soit cachée derrière la vie, parce qu'un jour,
la perspective d'une vie nouvelle a été cachée derrière la mort. Donc, je referme cette parenthèse sur les utopies médicales. C'est quelque chose que j'ai ajouté parce que je me suis dit que peut-être dans le séminaire, vous étudiez le corps. Donc, est-ce que ça pouvait sera pour notre troisième journée. Voilà. Bon, ben, ce sera en avance, par anticipation. Donc, mais ça me permet de passer à l'interprétation de l'idée de vie agonisante dans le monde capitaliste. La mort est exprimée par le processus de réification induit par différents types d'aliénation, soit la dépossession non seulement de sa force de travail physique, mais aussi de sa force morale psychique. Il faut chercher dans l'infrastructure, dans les infrastructures, la multiplication des contraintes, des systèmes d'avilissement, d'humiliation, de domination qui aliènent l'individu, l'habituent même à l'oppression, et voir dans quelle mesure sa révolte est empêchée. Ernst Bloch, dans un entretien qui date de 1975 et que vous avez cité en introduction, nous dit la chose suivante, et je vais vous dire les phrases qui suivent. Donc, nihilisme ou métaphysique de l'espérance, telle est l'alternative qui régit notre époque, qui rejette l'une récoltera l'autre, et nous n'avons encore abouti à rien, mais on risque de voir se propager une atmosphère générale de suicide, montrant que le monde a perdu son sens. Le monde n'a pas encore de sens, mais il reste un sens en germe, un sens de la possibilité. Si nous voulons survivre autrement que dans nos corps seulement, la rupture avec le nihilisme est indispensable. Fin de la citation. Je traiterai de la métaphysique de l'espérance après avoir circonscrit le creuset de sa nécessité. Je me suis donc interrogée sur l'expression d'atmosphère générale de suicide. Bien entendu, cette expression est corrélée au sens classique du nihilisme comme perte de sens et de repères. Mais ces dernières années, il a beaucoup été question du suicide dans le cadre des nouvelles formes managériales imposées aux entreprises, notamment en France, pour Renault et France Télécom. Les thèmes de souffrance au travail sont étudiés, notamment dans la perspective des sociologues économistes Dardot et Laval, dans La Nouvelle Raison du Monde, qui est un livre que j'ai beaucoup apprécié, dans le cadre d'une fabrique du sujet néolibéral. Or, le mode managérial n'est pas limité aux entreprises, il est étendu aux politiques, à l'espace public. Nous pourrions reprendre à cet égard les analyses de Moshe Postolé, qui est un autre auteur que j'aime beaucoup. Dans le contexte de la mondialisation, les États se transforment eux-mêmes en entreprises en concurrence les unes avec les autres. Le moteur de l'action est non seulement le profit, mais aussi la performance. Comment ces buts peuvent-ils mener à une atmosphère de suicide généralisé, autrement dit de vie agonisante? L'un des symptômes du nihilisme chez Nietzsche, hormis la volonté de néant, est la neurasthénie, mal du XIXe siècle peut-être, auquel s'est substituée la dépression au XXe siècle. Le but de la performance... Pardon ? Je disais le burn-out. Le burn-out, oui. Alors oui, ça c'est aussi quelque chose qui fait l'objet d'une explication dans le livre de Dardot et Laval, c'est très intéressant. Donc le but de la performance implique un nouveau processus normatif contraignant de l'autodépassement constant, c'est-à-dire d'une pression qui, si elle ne porte pas de fruits, aboutit à la dépression. Je cite Dardot et Laval, « Lorsque le sujet managérial a lié son narcissisme à la réussite conjuguée de soi de l'entreprise dans un climat de guerre concurrentielle, le moindre revers de fortune peut produire des effets d'une extrême violence. La gestion néolibérale de l'entreprise, en intériorisant la contrainte de marché, introduit l'incertitude et la brutalité de la compétition et les fait supporter au sujet sur le mode de l'échec personnel, de la honte, de la dévalorisation. Ce que les auteurs nomment encore l'érosion de la personnalité. Il faut ajouter à cela un système d'évaluation personnalisé qui déconstruit également les formes d'action collective et de solidarité. Je fais ce détour par des analyses récentes sur la souffrance au travail pour mieux comprendre l'intérêt actuel des travaux de Bloch, l'intérêt et même l'urgence, puisqu'il s'agit d'une dimension dramatique qui recouvre la condition de l'homme moderne. Et donc il serait tout à fait intéressant de lier ces analyses à celles d'Hannah Arendt, il me semble, qui aboutissent non pas directement,
à l'idée d'une condition mortifère, mais à une condition d'isolement de l'individu, passé de l'homo faber à l'animal laborans. Cependant, cette condition d'une vie active séparée d'une vie contemplative chez Arendt, en isolant l'individu, le sort également de l'espace public, c'est-à-dire de l'agora où précisément le jugement critique peut s'exercer. Cette condition favorise le développement du jugement acritique, ou pour le dire autrement, de l'atrophie de la capacité ou de la faculté de jugement chère à Kant et Arendt. Il y a un lien direct chez Arendt entre cette condition et la possibilité de la banalité du mal dans les totalitarismes. Nous ne sommes donc pas loin ici aussi d'une manifestation du nihilisme. Elle s'exprime de manière différente encore chez Bloch. Il me semble que l'idée d'une forme de vie agonisante et l'atmosphère de suicide généralisé est appréhendable par le biais du travail. La différence avec les sociologues contemporains réside dans la transformation du sujet. Celui-ci demeure inscrit dans la réification, dans le processus de marchandisation de la dynamique capitaliste, mais comme dit précédemment, le sentiment d'appartenance à un groupe au sein même de l'entreprise est désamorcé par la valorisation du narcissisme, c'est-à-dire de la gloire de la promotion personnelle en vertu de la mobilité au travail. Il est dès lors difficile d'appréhender le problème par une conscience de classe. C'est ce qu'il faudrait peut-être penser. Une sociologue du travail, Danielle Linhart, a ainsi récemment intitulé son dernier livre « La comédie du travail, de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale ». Les conditions de travail sont donc favorables à la dépression, à l'état de dissociation qui crée une rupture entre l'esprit et le corps, et à de nouvelles pathologies. Bloch en analyse d'ailleurs deux, la schizophrénie qui est la régression du moi, et la paranoïa qui est l'euphorie du moi, délire de grands projets, et toutes deux naissent du refus ou de la négation du moi. Il y a également un autre niveau de compréhension pour saisir les conditions de cette dépression. Dans mon livre, j'écrivais à ce sujet que le nihilisme et le désespoir qui en résulte apparaît également dans un rapport à la dynamique de l'histoire d'une part, le sentiment d'impuissance face à des temps qui s'accélèrent, et d'autre part, de manière nécessairement corrélée, puisque c'est le facteur de cette accélération, dans un rapport à l'industrialisation massive du siècle et au rapport de production effréné. Bloch écrit « Or, aujourd'hui, le train des événements est tellement plus long que notre existence individuelle. Le courant de l'histoire qui s'écoule vers le nouveau est dans sa progression géométrique aussi bien que dynamique, tellement différent de notre courbe vitale naturellement descendante que plus aucun homme, à l'esprit aussi ouvert soit-il, ne peut mourir avec un sentiment de saturation vitale, sur le plan historique bien sûr. » Fin de citation. Ce sentiment, écrit Bloch, n'existait pas dans la période pré-capitaliste. Celle-ci avait de l'histoire qui lui semblait marquée par une sorte de retour des saisons, une conception plus statique, plus cyclique que nous. Ne pouvoir mourir avec un sentiment de saturation vitale, qu'est-ce à dire ? La fin de vie doit-elle apporter ce sentiment d'une vie accomplie ? Il faut atteindre, écrit Bloch, une mort repue de vie. Quels seraient les critères de cet accomplissement ? À quoi se juge la réussite d'une vie ? La tradition grecque de la méditation sur la mort nous donne les indices de jugement d'une vie accomplie par valorisation journalière d'une fin imminente. Il s'agit de vivre chaque jour comme si celui-ci pouvait être le dernier et par conséquent de vivre avec une conscience formée à l'irréversible. Il me semble d'ailleurs que les cours de Foucault au Collège de France sur le courage de la vérité sont d'une bonne initiation à ces méditations. Comme vous allez faire une journée sur Bloch et Foucault, je pense que ce sera très intéressant peut-être de voir par ce biais-là. Car il s'agit précisément pour Foucault de développer un gouvernement de soi dans le cadre également d'une praxis éthique. Mais Bloch se situe encore au-delà de ces méditations sur la mort. Il invoque notamment à plusieurs reprises le mot d'Horace, non omnis moriar, je ne mourrai pas tout en entier, comme si nous nous orientions vers la formation d'un nouveau principe d'immortalité. J'y reviendrai.
Bloch note donc une rupture entre période capitaliste et pré-capitaliste. Le moment privilégié pour expliquer une différence de disposition du sujet moderne est cadré par un changement de conditions d'existence. L'existence est marquée par l'absence de sentiment de saturation vitale. Ce qui déplace le problème de l'accomplissement du plan strictement moral, par exemple du credo réussir sa vie, au plan plus élargi de participation à l'histoire, relatif au pouvoir de l'individu et corrélant dorénavant le sentiment d'une vie accomplie avec celui d'une vie maîtrisée. La dynamique de production allant de la période pré-capitaliste à la période capitaliste substitue donc à un rythme de vie plutôt conditionné par le cycle naturel des saisons, un rythme de vie conditionné par la rapidité des événements permise par le progrès de la technique et l'intensification des échanges. Par conséquent, et de manière paradoxale, au lieu de permettre un épanouissement, la surabondance générée par le capitalisme pouvant donner par ailleurs un sentiment de saturation, ce système crée une forme d'inactualité ou d'inadéquation entre le temps de l'homme et le temps de l'histoire. Je pourrais reprendre ici le concept de dissociation évoqué plus haut pour corroborer ce sentiment d'inadéquation, mais comme je l'ai annoncé en introduction, il est possible de se référer au concept de conscience malheureuse ou de conscience déchirée chez Hegel. Il faut donc d'abord que je revienne un petit peu sur le lien entre Hegel et Bloch et sur les travaux que Bloch consacre à Hegel, qui sont très importants. Donc Bloch, dans son ouvrage Sujet-objet, fait une synthèse magistrale de toute la phénoménologie de l'esprit. Bien qu'il critique à plusieurs reprises l'achèvement prématuré du système hegelien, Hegel demeure le philosophe du processus qui a dépassé le solipsisme subjectiviste kantien. J'ajoute qu'il y a une complémentarité de ces apports kantiens et hegeliens chez Bloch. L'analyse des conditions misérables d'existence font état d'un manque, d'une insatisfaction essentielle qui sera le levier de la pulsion utopique en l'homme, à l'origine d'un nouvel impératif, celui du souhait. Le levier sentimental nécessaire à l'action morale n'est donc pas le respect comme chez Kant, mais bien la pulsion relative au souhait. C'est encore le souhait qui permet à l'intériorité de s'extérioriser. L'analyse du mouvement dialectique de l'intériorité vers l'extériorité est reprise à Hegel, dans une perspective ouverte, inachevée. Car en effet, le problème chez Hegel est que le devenir est organisé d'avance par le spéculatif. Il s'agit d'un processus purement intellectuel qui enlève au sujet une inquiétude primordiale, levier de l'effort de dépassement. Un système inachevé permet en revanche une ouverture à la dimension utopique de ce que Bloch nomme le non encore conscient ou le rêve vers l'avant. Là où l'avenir n'est pas envisagé ou rêvé, le monde est senti comme fermé, ce qui est le signe d'un renoncement. En termes ontologiques, l'être là est vécu comme un fardeau. En outre, l'absence de traces de souhait est la manifestation d'une classe agonisante. Cette humeur de grisaille est la conséquence de l'entreprise capitaliste mécanisée. Donc, je cite des phrases ici de Bloch qui sont relatives en fait plus particulièrement à Heidegger. Ceci est un rappel bref de la psychologie de Bloch qui prend appui sur les affects d'attente, de souhait relatifs au préconscient et au non encore conscient. Il faut donc garder de la philosophie hegelienne l'idée de médiateté. C'est elle qui rend possible le déploiement de la fonction utopique. Bloch précise que l'apport de Hegel est capital pour les moments de l'histoire qu'il définit comme étant transitoires. Il dit « C'est pourquoi l'adieu à Hegel n'est pas plus un adieu que la première rencontre avec lui. Quant à la puissance et à la maturation posthume de cette œuvre, Hegel donne occasion à de constantes retrouvailles, béatifiantes et fructueuses, vénérables et reconnaissantes. Des temps de transition comme le nôtre rendent avant tout sensible au génie de sa dialectique, au grand précepteur qu'il fut à cet égard. » Donc la médiation selon le devenir mène à une conciliation des contraires, par ce qu'il appelle la négation de la négation.
la médiation comprise sous l'angle de l'avenir, quant à elle, mène à deux choses. La conscience que la négation peut devenir un anéantissement, mais aussi à l'émergence au sein de cette aliénation d'un désir de libération. Il me semble que la conscience de cette alternative est très importante. Par exemple, je lisais le texte d'Adorno dans la dialectique négative qui est consacré au nihilisme. Ces quelques pages sont absolument destructrices pour le nihilisme. Donc elles sont très intéressantes, puisqu'elles sont polémiques. D'une certaine manière, pour Adorno, il n'est plus question de tenter de dépasser le moment de la négation. Elle doit être acceptée telle qu'elle, notamment, dit-il dans ce texte depuis Auschwitz, il faut renoncer à un sens positif de l'existence qui pourrait naître de la négation, bien qu'il reconnaisse en même temps dans ce texte une aspiration à la transcendance. Chez Bloch, au contraire, il s'agit de montrer les tendances révolutionnaires du moi, ses capacités de renversement de situation. En d'autres termes, simultanément, sa condition morale misérable, tant que les exploitations perdurent, et sa condition d'homme révolté, à l'instar de Job, vu comme le Prométhée juif, c'est-à-dire l'homme qui se confronte à Dieu. Bien entendu, il y a là une forme de présupposé. Il faut avoir, dit-il, le goût de ce qui croit et de ce qui a cru, au sens de croissance. Et pour ce faire, il faut s'acheminer vers la conscience de l'histoire en tant que progrès, bien que ce progrès ne soit pas linéaire, nous pourrons en discuter. Il n'en demeure pas moins que l'homme est à l'origine de la production du sens de l'histoire. Bloch écrit « Il n'est pas permis de laisser se perdre les hommes, tant leur vouloir que les virtuelles profondeurs de leur être. Sans cela, sans ce soi, on irait soi-même à sa perte. Le grand apport de la phénoménologie fut et demeure la connaissance réelle de soi, en tant que connaissance de la production de l'homme par son travail et son histoire. Le principe de l'espérance que construira Bloch n'est donc pas simplement un optimisme militant, il est conscience de l'histoire et de ses méandres, des luttes et des passions à l'œuvre qui rendent l'homme étranger à lui-même et lui font simultanément désirer un Heimat, un foyer de réconciliation. La conscience de l'histoire doit offrir une stimulation utopique, forgée par l'idéal socialiste, d'une fraternité dans la vie humaine, d'un compagnonnage humain, d'une confédération spirituelle, ce sont les mots de Bloch. La négation dont il est question concerne une situation non viable ou un inconfort. Ces derniers font écho au processus dialectique qui tire des obstacles de l'histoire des éléments pour dépasser des moments de contradiction. Il y a donc une fécondité de l'épreuve ou de la négation, pensée dans la perspective d'un matérialisme historique concerné par les conditions d'existence des individus. La mort elle-même, figure privilégiée de la négation définitive, doit être l'objet de dépassement. Or, aujourd'hui, comme nous l'avons vu, la mort semble se confondre avec la vie, et par cette destitution se déploie une conscience malheureuse, figée dans la douleur, ou plutôt dans l'indifférence de son isolement, caractéristique de ce que nous pourrions nommer paradoxalement l'individualisme de masse. Il est pourtant essentiel de critiquer cette position, qui revient en un accommodement au néant d'un être pour la mort, enveloppé dans une atmosphère anxiogène. Bloch a montré par un inventaire des conceptions de la mort comment nous en sommes arrivés à cet état nihiliste de la conscience, c'est-à-dire, ici non pas grâce exclusivement à une analyse des conditions économiques, mais bien dans la marge de l'esprit, modifiant son rapport à la transcendance, au tout et à la nature. Donc je ne vais pas reprendre ces descriptions qui font l'objet d'un chapitre dans mon livre et de plusieurs chapitres dans le Principe Espérance. Je reviendrai rapidement sur le dernier moment de cet inventaire, puisqu'il précède notre temps. À partir du XVIIIe siècle, le rapport à la mort se rationalise et prend la forme éthérée d'une dissolution du moi particulier dans le grand tout de la nature. Ce mouvement immanentiste ou panthéiste échoue, selon Bloch, à enrayer la détresse liée à l'angoisse de la mort. Ce qui est souhaité est une forme de fusion avec le monde inorganique. Or, la mort doit rester l'aiguillon du moi. Comme le relève Lévinas, à partir de la mort incessible s'identifie l'identité du moi,
et prend de la consistance, la conscience du nonomisme moria de Horace à nouveau. Les dernières ripostes sécularisées contre le néant de la mort ont laissé place peu à peu à une acceptation du néant, acceptation qui joue néanmoins des conceptions antérieures tendant à se défaire de la crainte de la mort. On assiste ici à une confusion ou à un mélange des genres qui pérennise la ferveur des anciennes croyances de manière inconsciente, mais avec cette différence qu'elles sont dorénavant sans Dieu, sans objet, sans contenu, sans principe et sans dogme. Je cite Bloch, « Ce sont ces vestiges qui sauvent inopinément le sentiment du moi et créent l'impression que c'est non pas l'homme qui périra, mais le monde qui un jour par caprice cessera de lui apparaître. Ainsi donc tout ce courage si plat, capable de refouler l'angoisse de toutes les époques antérieures, s'enivre-t-il probablement sur le compte des autres. Il vit d'espérances passées et du soutien qu'elles avaient jadis prodigué. Mais ce qui est plus grave encore, il vit très souvent d'une foi éculée dont la ruine totale laissera un jour le champ libre à un effroi d'autant plus impuissant. » Fin de citation. Les prémices de cet effroi sont repérées par Bloch dans le nihilisme des croyances éculées, pour reprendre le titre de chapitre qu'il consacre à cette partie, de la foi empruntée. Bloch nomme ainsi par exemple les philosophies bourgeoises et fascistes du déclin qui vont de Spengler à Heidegger. La critique est brève et sans appel. La critique de Heidegger est brève et sans appel, vraiment chez Bloch. Il n'y a pas tellement de divagation là-dessus. Alors, les philosophies du déclin ont établi un lien entre la mort individuelle et celle de leur société et ont transformé le néant de l'avenir capitaliste en néant absolu et inéluctable. Et concernant Heidegger en particulier, qui est cet ange bien plus chargé encore de pressentiments certes soucieux de concilier et de se vouer à la propagande du monde fasciste, du capitalisme tardif, du monde de la mort, qui inscrit l'existence humaine et même sa constitution dans une angoisse perpétuelle, familiarisant l'être avec le néant. Ça, c'est pour la critique de Heidegger, qui fait quelques lignes, mais qui est massive, qui ne fait pas l'objet d'autant d'études que chez Jonas. Ils se rejoignent là-dessus, en tout cas. L'être n'est pas le néant, mais sa proximité douloureuse et inquiète en font l'élément essentiel de la constitution du Dasein, où il puise certes sa profondeur, son caractère problématique, mais aussi dès lors une reconnaissance de son être à partir du néant. L'envers de l'espoir, chargé de nihilisme, n'est pas la crainte mais le désespoir, précisément une culture assumée du désespoir. En outre, pour revenir à une conséquence sociale du sentiment de décadence et de désespoir dans la période capitaliste, la récupération des esprits sans autre credo que le profit et la consommation ou l'envie d'appropriation devient le creuset d'une forme de crainte, ou Bloch dit de terreur particulière, celle de ne pas participer au profit, voire de ne pas exploiter soi-même. Pour citer un exemple dont les conséquences illustrent pleinement cet effet de crainte et cette cause de terreur, Bloch, dans le chapitre 6 du Principe Espérance intitulé « La nuit des longs couteaux » en référence à Léon Cristal, explique que la populace, donc entre guillemets, dans son désir de vengeance, maudit non pas le fait d'être exploitée, mais bien celui de ne pas exploiter elle-même. Je crois qu'il y a une analyse similaire chez Nicolas Berdaïev. Donc, mais bien celui de ne pas exploiter elle-même. Ce qu'elle condamne, ce n'est pas le lit de volupté du riche, mais l'impossibilité de s'y étendre elle-même et de se l'approprier. Ses souhaits de vengeance sont pourris et aveugles, malheur à qui les remue. Mais malheureusement, la populace est aussi infidèle, et elle ne demande qu'à pouvoir refourrer ses poings dans ses poches dès qu'on ne lui jette plus en récompense de ses crimes, une de ses nuits où tout lui était permis. Fin de citation. Les souhaits, à cause du ressentiment et de l'insatisfaction continue, se muent en rêve de vengeance. C'est donc à ce carrefour de la transformation des souhaits en désir de vengeance qu'il faut veiller. L'émergence du sentiment nihiliste comme étant dans le ne pas avoir, nicht haben, fait apparaître que l'insatisfaction doit être absolument prévenue. Nous nous situons par conséquent dans un temps de conscience malheureuse ou déchirée sans salut rationnel. Bloch écrit au fil de sa synthèse de la phénoménologie de l'esprit, mais le 13e niveau,
celui du malheur, nous montre tout cela renversé pour faire place au soi. Les dieux sont partis. Dieu même est mort, mais lui dans un sacrifice volontaire. Ce stade de la conscience peut être dépassé dans le processus hegelien, dans l'attente du savoir absolu, lorsque le réel sera rationnel et inversement. L'activité de la conscience dans la dialectique hegelienne est marquée par la capacité de dépassement. Mais ici, le processus de l'histoire n'est plus maîtrisé, et les temps sont ceux de la sécularisation. La conscience livrée à elle-même subit l'histoire, sans espérer de progrès. Le temps du capitalisme et de ses crises, le temps accéléré de l'histoire par la technique et la rapidité des échanges, ne peut donner ce sentiment de maîtrise. Au contraire, l'individu est, semble-t-il, lui-même dépassé. Le danger du nihilisme correspondrait à l'absence de négation de la négation, c'est-à-dire donc au moment où la conscience est figée dans son malheur, mais non plus dans un malheur sous-tendu par une intention religieuse nostalgique d'une piété retrouvée, encore que aujourd'hui il y a retour du religieux, mais alors peut-être que ce retour du religieux serait nommé à nouveau par Bloch une fois emprunté. Ça, il faudrait être spécialiste ou théologien pour travailler sur ces questions, je pense que c'est très intéressant. Le nouveau contenu ou la nouvelle projection que doit établir la conscience pour sortir de cette condition mortifère nous serait donnée par la perspective marxiste. Celle-ci se représente la mort comme condition de reconnaissance en tant qu'être générique déterminant l'individu lui-même comme appartenant à une espèce se représentant la mort, et par là se libérant de l'angoisse de l'anéantissement individuel au profit d'une participation à l'ouvrage transgénérationnel qu'est la société à laquelle il est destiné. De sorte que nous avons un homme construisant son royaume, tendu vers l'avenir, déplaçant l'accumulation stérile de biens, ou encore l'augmentation d'un capital virtuel vers une monopolisation des forces de production pour une abolition à la fois de l'exploitation, de la misère et de la propriété privée. Mais en réalité, ce qui est souhaité et ce qui est en jeu n'est pas simplement la conscience humaniste de l'appartenance à l'ensemble d'une société qui tente de se rapprocher de la quiétude par l'abolition des classes et des servitudes. Il s'agit de retrouver un élan pour la praxis socialiste, un élan révolutionnaire qui puise dans les courants millénaristes, mais aussi dans les récits des figures prophétiques et messianiques. Il s'agit là de l'arrière-plan religieux de l'œuvre de Bloch, de ce que l'on nomme l'athéisme religieux, de son messianisme révolutionnaire, c'est-à-dire tout simplement d'un messianisme sans Dieu, sans intervention divine. C'est ainsi qu'une conscience anticipante pourra se substituer à la conscience expectative d'un messianisme proprement religieux. Cet élan prend appui sur une reconsidération de la mort, sur la possibilité d'y projeter de nouveaux contenus. Lévinas écrit dans son texte consacré à Bloch qu'il s'agit de trouver une solution à la mort. Il s'agit de trouver une solution à la mort. Il me semble qu'il faut approfondir ce point parce qu'il est somme toute assez étrange. Je pense qu'ici nous aurons compris que la circonscription d'une vie agonisante, indifférente à son état, est la contradiction ou l'aliénation ultime contre laquelle il faut lutter et se redresser. Il ne s'agit donc pas tant de nier la crainte de la mort elle-même, mais bien de modifier son statut ontologique qui se confond avec la vie. À cet égard, le messianisme de Bloch est le facteur salvateur de cet état des choses. Il n'est pas le seul. Il y a toute une constellation d'auteurs qui participent de ce même mouvement. Le livre de Michael Levy, Rédemption et Utopie, dresse un tableau des Juifs libertaires en Europe centrale qui montre les sources communes de cet élan. Il y a peut-être un auteur, je vais en parler un petit peu, avec qui le rapprochement pourrait être encore plus intéressant de par le statut donné à la mort. J'ai dû travailler dessus il y a quelque temps pour un dictionnaire, et il me semblait intéressant d'en parler aujourd'hui. Il s'agit de Rosenzweig. L'accusation inaugurale de l'étoile de la rédemption à l'égard de la philosophie se retrouve finalement au centre de l'œuvre du principe espérance de Bloch. C'est une dévaluation de la considération de la mort. Rosenzweig écrit, sont quasiment les premières lignes de l'étoile de la rédemption, rejeter la peur du terrestre, enlever à la mort son dard venimeux, son souffle pestilentiel à l'Hadès, voilà ce qu'ose faire la philosophie.
Et Bloch, quand il aborde le XVIIIe siècle à la suite de son inventaire des conceptions de la mort, écrit « La peur d'être tourmenté plus encore qu'avant dans la tombe et au-delà d'elle s'évanouissait purement et simplement. » La critique de la dissolution, de la crainte de la mort, soit de la conscience de la dramaturgie ou du tragique de l'existence humaine, est au carrefour des deux pensées. L'étoile de la rédemption a été écrite dans le contexte de la Première Guerre mondiale que Rosenzweig a vécu de très près. Il définit donc un rapport à la temporalité déterminant et demande un dépassement continuel de cette crainte et non une occultation. C'est la différence. Bloch et Rosenzweig se rejoignent ainsi sur les idées de régénération, de renouvellement, de projection de nouveaux contenus prompts à appréhender l'avenir. L'appel de la vacuité du néant est comblé par des contenus différents, la promesse de la rédemption pour Rosenzweig et la mission éthique du socialisme pour Bloch. Cette dernière est mue et nourrie par la culture d'une pulsion utopique inhérente au processus de l'attente lié au non encore conscient. Mais si les contenus s'opposent, il n'en demeure pas moins que l'espérance messianique en un monde à venir est analogue dans les deux œuvres. À mi-parcours de ces cheminements et pour atteindre leur destination, nous retrouvons également au centre des deux pensées le concept d'anticipation. Au sujet de la rédemption, Rosenzweig écrit dans l'Étoile « Le futur a donc ici la signification qu'ont le présent pour la révélation et le passé pour la création, car il est décisif pour le futur qu'il puisse être anticipé. » Fin de citation. Tandis que Bloch établit une psychologie de la conscience anticipante fondée sur la notion de prétention et de valorisation des rêves diurnes, de sorte que projeter ou modeler équivaut à percer ici des fenêtres dans l'adversité, la barbarie, la banalité, pour découvrir un horizon vaste et lumineux. L'anticipation peut être interprétée comme une forme sécularisée de la prophétie. Et il est certain que Bloch nourrit son élan utopique des récits prophétiques. Avec le recul aujourd'hui, il me semble que cette prophétie sécularisée, autrement dit une prophétie qui ne tient pas son message de Dieu, mais de l'analyse des tendances de la société, est une volonté d'extension du jugement synthétique tel qu'on le trouve chez Kant, l'idée de pensée élargie. Autrement dit, une faculté de jugement élargie capable de saisir la totalité de la réalité en mouvement. Or, la difficulté qui appartient à notre temps est bien de saisir cette totalité en dépit de la permanence du changement, de la rapidité des transformations sociales et de la circulation des informations. Selon Maïmonide, il y a deux genres de philosophes. Ils travaillent autant l'un comme l'autre, mais l'un réussit et l'autre échoue. Celui qui réussit est comparé à un prophète dans le langage non sécularisé de Maïmonide, c'est-à-dire simplement à celui dont les connaissances sont suffisantes pour entrevoir et annoncer les problèmes à venir. Il me semble que c'est exactement ce que Bloch incarne. Et personnellement, je pense que Ancionas incarne exactement la même chose aussi. Saisir la totalité de la réalité est une mission quasiment impossible. La totalité est de toute façon jamais définitive. En revanche, saisir ces tendances et ces contradictions, ces obstacles, permet de forger un souhait, un désir de transformation de la réalité qui irait du tumulte à la quiétude en lui appliquant un programme correspondant. J'écrivais dans ma thèse l'accommodement au néant, le sentiment d'étrangérité, une vie moribonde ont été d'autres définitions du nihilisme contemporain. Mais en dernier lieu, ces caractéristiques ne font qu'accentuer l'idée d'une diminution de la volonté ou d'une impuissance contredisant son existence même. La question du nihilisme appréhendé par la mort aboutit à un questionnement sur le néant et sur le mal, sur la mort non pas repue de vie, mais sur la mort injuste. Je reprends à nouveau mes conclusions de thèse. La pensée qui produit le sens de l'histoire dans le matérialisme historique invite simultanément à modifier le cours de l'histoire. La volonté de changer le cours de l'histoire ne naît pas au hasard. Elle est justifiée par le désir d'éviter ou d'arrêter un mal. C'est le processus dialectique de la négation de la négation. L'espérance de Bloch, qui investit le néant de l'avenir, est une disposition de l'esprit qui lutte contre le destin ou la fatalité. L'espérance ouvre sur une praxis, elle est similaire en cela à ce que Bloch nomme la prophétie active.
Lorsqu'on prévoit, je cite Bloch, lorsqu'on prévoit le pire, on ne se contente pas de le craindre, on se répand en plainte, comme si le malheur, au lieu de se préparer, était déjà présent, inéluctable. En d'autres termes, la volonté qui ne va nullement de soi n'abdique pas totalement devant ce qui arrive, même si le coup qui se prépare semble infligé par une fatalité supérieure. Fin de citation. Je vais m'avancer vers ma conclusion. Il y a une dernière figure dont je parlais au début de ma communication qui n'a pas fait l'objet d'analyse dans ma thèse, et pourtant c'est une figure centrale de mes réflexions en général, puisqu'il me semble incarner la force extraordinaire de la révolte légitime en face de l'accablement et du malheur, mais aussi la sagacité, la sagesse et l'impossibilité de se résigner. Il est celui qui ose demander justice à Dieu, il est celui qui fait le procès de Dieu. Job est une figure absolument centrale également dans l'économie de la pensée blochienne. André Neher y consacre un texte magnifique dans un colloque justement issu de ce livre intitulé « Marxisme et utopie dans la pensée de Bloch ». Je cite ce texte car il montre le lien justement que j'ai développé entre nihilisme, dépassement de la mort et utopie messianique. Job donc, Prométhée juif, paradigme de l'homme révolté et l'antithèse du Prométhée grec. Neher écrit, Job énonce, certes comme le Prométhée païen, la découverte tragique du fait que les hommes sont meilleurs que leur Dieu et que s'ils ne le sont pas, ils ont du moins le pouvoir de l'être. Mais ce renversement des valeurs s'opère dans l'esprit de la révolte païenne en vase clos. C'est une découverte solipsiste. Job, au contraire, s'inscrit dans une tradition qui est celle de l'Exode, depuis l'Exode mosaïque. L'Exode est ainsi l'utopie religieuse par excellence, à la fois sortie, passage et ouverture, autant de catégories fondamentales dans la pensée de Bloch. Job, ajoute Neher, en se référant à Bloch, ne voit dans le mal qu'un appel au bien. L'utopie l'emporte sur le réel. Les portes de l'avenir peuvent et doivent toujours être forcées. C'est la parade de la liberté. Job, l'innocent et le préféré de Dieu, est accablé des plus grands malheurs. Ses enfants sont tués, ses terres ravagées, lui-même est malade. Il en vient à souhaiter, là je cite le livre de Job, ces phrases ne sont pas de moi, il en vient à souhaiter ne pas être né. Il ne connaît plus ni la paix, ni la sécurité, ni le repos. Les tourments l'ont envahi, son âme est dégoûtée de la vie, il veut donner un libre cours à ses plaintes, parler dans l'amertume de son cœur. Mais surtout, il n'accepte pas de reconnaître une culpabilité quelconque. Sûr de son innocence, il rejette les accusations de ses amis, et il interpelle Dieu et se défend devant lui. Au lieu de suivre le chemin de piété que ses amis lui ont recommandé, c'est-à-dire le repentir, demander pardon pour les fautes, il choisit une autre foi. Et Neher écrit cette très belle phrase, qu'il faut que j'apprenne par cœur. La piété de Job consiste précisément dans le fait qu'il n'accepte pas la foi que Dieu lui propose. Job effectue sa sortie de Dieu et par lui-même. Il est pieux de la vraie piété, celle de l'utopie. Ce cheminement prend appui sur la conscience de l'injustice et de son scandale. Il demande des comptes éthiques et métaphysiques que Dieu ne lui donne pas, bien qu'il restaure la plénitude de son existence. En somme, et c'est ce point qui est capital, Job demande une modification de la rétribution de la justice, soit le messianisme. Quelque chose qui est au-delà de la vie, de la mort, les portes de l'utopie par excellence. Le messianisme qui n'est pas la rédemption, mais l'annonce des temps nouveaux, autrement dit l'anticipation du royaume qui est le leitmotiv de la gnose révolutionnaire de Bloch. Pour conclure réellement, l'espoir est la médiation nécessaire à l'utopie de Bloch, et il transforme sa dialectique en ouvrage humain à la fois inquiet et préoccupé par la réalisation de ses souhaits, dont l'existence est accrue, voire exigée, lors des événements dramatiques. Anticiper sur cet avenir contredit le mal qui n'est alors pas défini comme une fatalité, mais comme l'occasion de fournir les possibilités d'un contre-destin. C'est donc le refus du mal qui donne la mesure du bien souhaitable pour l'homme. Le bien demeure en partie inconnu, puisqu'il appartient à un royaume non encore advenu. Il existe simplement comme terre imaginée et voulue. Le moteur de la volonté est cet élément eschatologique. Donc la transcendance demeure dans la dialectique blochienne, mais sans Dieu,
c'est-à-dire sans une force qui serait susceptible, je cite, de réprimer les forces du moi. Le messianisme théorique comprend en effet pour Bloch une métaphysique et une éthique de l'intériorité. La théorie des affects et la rencontre avec soi-même que prône Bloch exprime cette idée, et c'est en définitive sur le sujet que repose la responsabilité de l'utopie en marche vers le messianisme pratique. Je vous remercie. Alors merci beaucoup à Avishai Zafrani d'avoir non seulement mis en scène la question du nihilisme chez Ernst Bloch, mais d'avoir été plus loin que sa thèse et d'avoir essayé de répondre à la question de notre séminaire. Donc nous avons quelques minutes pour les questions. Et je vous ferai... C'est possible. Est-ce que vous auriez une réaction, une question? Oui. Moi, je suis très intéressé par ce que vous dites sur la configuration spirituelle et de son idéal socialiste, parce que nous travaillons beaucoup sur le traité transatlantique qu'on va essayer de nous faire signer et qui, d'après nous, risque justement de nous faire sombrer dans le monde narcissique du chacun pour soi, où l'équilibre entre Narcisse et Saussure est complètement, je dirais, détruit au profit d'un individualisme égotiste que Christopher Lasch, par exemple, dans ses travaux, décrit très bien. Mais alors, ma question est, justement, par rapport à ce que vous dites de Hannah Arendt, où est le lieu, ce tiers? Est-ce que c'est l'état de droit qui représente ce tiers, je dirais, de négociation entre les individus qui ont leur personnage spirituel tendant à s'équilibrer entre Narcisse et Saussure? Est-ce que c'est l'état de droit? Et alors, comment trouve-t-on une place pour le marché, puisque lui était probablement, tout de même si j'ai mes souvenirs, parce que j'ai vu ça il y a très longtemps, pour lui, les processus de production étaient complètement aux mains de l'État, donc... Oui, alors c'est une bonne question. Je suis sûre que Ivan, qui est spécialiste de ces questions, il pourrait répondre beaucoup mieux que moi. Mais pour l'état de droit, est-ce que c'est une réalisation de l'état de droit? Alors, cette question est intéressante et il me semble que ça nécessitera un travail sur le livre que Bloch consacre au droit et dignité humaine. Voilà, donc c'est là qu'il établit son concept de justice, de droit, de dignité humaine, de la manière dont l'homme doit se tenir droit, et où il analyse les concepts de contrat social et leur actualité. Alors effectivement, l'État est une figure de la violence, et c'est lui qui est souverain sur l'économie de marché, et dans le contexte de la mondialisation, ça a bien changé, parce que l'État est soumis le politique est soumis à l'économie, donc on a un renversement de situation, ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait revenir à la souveraineté de l'État, mais effectivement trouver des alternatives. Et il me semble que Bloch parle de systèmes de solidarité et de coopération différents. S'agissant de la pratique, je ne sais pas à quel point on peut établir un programme grâce à Bloch pour ce type de coopération. Pour Martin Buber, par exemple, c'est beaucoup plus facile, puisqu'il a pensé les systèmes de kibbutz et de coopération, donc de la manière de construire des nouveaux systèmes de production et de distribution de richesses. Mais concernant la pratique de Bloch, ça reste ouvert. Et justement, ouvert, et donc ouvert à l'actualité de l'histoire, puisqu'elle a changé par rapport à l'époque de Bloch. Mais je sais pas, est-ce que Yvan, tu as une réponse à ça, parce que tu es plus économiste que moi, peut-être. Ouais. J'étais une question différente, si je peux. Peut-être nous pourrions discuter sur cette chose. Vous avez parlé sur le dépassement du nihilisme, mais vous n'avez pas dit que Bloch a une solution ontologique de la dépassement de la mort. Je veux dire que
c'était la question du noyau humain qui n'est pas achevé, qui n'est pas fini, qui n'est pas limité. Et c'est pourquoi la mort n'a pas du sens traditionnel, du sens de fin absolu. Oui, bien sûr. Bah, c'est ce que j'ai essayé. C'était un modèle ontologique. C'était un modèle dans le premier temps de la circonspérance, si je me souviens. Oui, mais c'est juste, mais c'est ce que j'ai essayé de montrer. Il me semble aussi que dans sujet-objet, on a justement le mouvement de cette dialectique de l'acheminement vers ce qu'il appelle le connais-toi toi-même. En fait, la dialectique de l'espérance dans sujet-objet, c'est le cheminement, le grand cheminement vers la connaissance de soi. C'est-à-dire, exactement comme ce qui se passe chez Hegel, en fait, de sortir de l'étrangeté à soi-même, de l'aliénation à soi-même, de l'obscurité vers la lumière et la connaissance de soi. Et le novum, effectivement, se place comme horizon de cette dialectique inachevée chez Bloch. Alors j'en ai parlé dans mon livre et c'est vrai que je n'ai pas développé toute cette partie sur le novum dans ma communication aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a ce déplacement ontologique qui change complètement le statut à mort. Ben là, je me suis plutôt appesantie sur l'aspect négatif, des choses sur l'aspect critique. Mais donc, c'est quoi cette solution ontologique? Cette solution ontologique, Oui. c'est quoi? Il n'y a pas... Alors, la mort serait la fin absolue, le fin absolu, si la nature humaine était achevée. Mais la nature humaine n'était pas achevée pour Bloch. C'est toujours un processus Justement, il n'y a pas de nature humaine chez moi. Il n'y a pas d'être humain achevé ou prédéterminé, oui. Nous sommes toujours dans un processus vers l'utopie, vers l'achèvement. Et c'est pourquoi c'est un modèle ontologique général. Et si nous ne sommes pas achevés, la mort ne peut nous terminer. Si on peut dire. Il y a le transhumanisme. Alors, c'était toujours, ce serait toujours un reste, quelque chose reste chez Bloch. C'est pourquoi, alors, mais le jeune Bloch aime alors. Dans l'esprit de l'utopie. Dans l'esprit de l'utopie, il y a Seelenwanderung. Alors, transfiguration de l'âme. C'était un concept différent que Bloch se sert pour aboutir à un concept d'achèvement. D'inachèvement, oui. Oui, c'est ça, et puis c'est vrai que ça recoupe avec sa conception de l'histoire. Donc nous serions dans une préhistoire, parce que précisément inachevée, donc dans une forme inconsciente même existante. Donc il faut travailler à la conscience de soi, à la connaissance de soi, pour arriver à ce royaume de la liberté qui sera l'histoire consciente, puisque nous en produirons consciemment le sens. Donc là, nous sommes dans une production inconsciente du sens de l'histoire que nous subissons. Est-ce que le transhumanisme est une utopie biologique ou aussi une utopie de transformatrice psychique? C'est ça peut-être la question intéressante, parce qu'il y a là un projet, je dirais, prométhéen, je ne veux pas dire démoniaque, mais enfin de tout maîtriser en tout cas jusqu'à la mort, mais y compris aussi jusqu'à nos équilibres psychiques, quoi. Je pense que c'est psychique. Je pense que c'est vraiment pas biologique, non, c'est psychique. Parce que justement toute cette psychologie des affects, où il y a vraiment, où il discute avec les psychologues, avec Adler, Jung, Freud, la psychologie des affects, et nous dit effectivement qu'il y a donc une stimulation du préconscient et du non encore conscient. Le fait de découvrir ces nouvelles catégories, ce sont déjà des transformations psychiques. Mais est-ce que c'est pas aussi sa critique effectivement envers
le concept d'inconscient chez Freud, mais aussi du conatus chez Spinoza, Oui. parce que ça serait précisément seulement une dimension biologique et pas une dimension globale, alors que, effectivement, dans l'esprit de l'utopie, mais aussi dans le chapitre qui n'a pas été publié dans le chapitre oublié de l'esprit de l'utopie, les Juifs comme symbole, il y a une réflexion sur une transmutation qu'il appelle une transmutation du plomb en or, hein, d'une subjectivité qui, au lieu d'être aliénée, pourrait être émancipée, précisément parce qu'elle participe activement de l'être. Hein. Alors il y a ce mouvement un peu paradoxal d'arrachement, d'extasis à l'être, et en même temps de retournement pour féconder l'être comme mobilité. Hein. Donc on a une pensée de la plasticité qu'on va retrouver après chez Deleuze, etc., mais qui vient de chez Bloch, qui essaye de repenser justement une articulation entre ce qu'il appelle de manière un peu étonnante la loi naturelle. Alors, il faudrait vraiment déployer ce que ça veut dire la loi naturelle chez lui, et puis la dignité humaine, justement, qui ne peut pas se réduire au biologique. Et ça, il a très bien senti très tôt que le monde capitaliste et le monde du travail réduisaient l'homme à sa biologie, sa capacité productrice.